Donc, l'algorithme de rétropropagation du gradient, cas général. Donc, ça s'appelle rétropropagation parce qu'en fait, on fait une boucle sur les couches du réseau de la dernière couche L jusqu'à la couche d'entrée 1. Donc, c'est pour ça que c'est rétropropagation, on revient en arrière. Et puis, le gradient, donc pourquoi on fait le gradient? Donc, le but, c'est... En fait, le but, c'est juste de calculer. Voilà. Le but, c'est juste de calculer les gradients de sortie par rapport au poids. Donc, je vais réexpliciter précisément ce que ça veut dire. Souvenez-vous que on a en entrée dans notre réseau de neurones un vecteur que je vais noter x. Donc, x, c'est un vecteur réel, hein, et il est de dimension, donc c'est un vecteur réel, il est de dimension, la dimension d'entrée, elle était notée D0, et puis c'est un vecteur colonne, donc il a une seule colonne. Et puis à partir de x, en fait, on fait des étapes de calcul. On va calculer un premier vecteur Z1, à partir duquel on calculera un vecteur A1. Et donc ça, c'est un peu notre premier neurone, c'est la première couche plutôt. Et puis ça continue comme ça. On calcule Z2 puis A2 et ça continue comme ça. Donc là, c'est une deuxième couche de neurones. Et puis on a autant de couches qu'on veut comme ça. Et à la fin, on calcule ZL, grand L, puis AL. Voilà, et ça, c'est la sortie du réseau de neurones. On a une notation souvent, c'est que on note aussi Y chapeau, la sortie. Donc, le réseau de neurones, hein, il sert à quoi? Il sert, étant donné X en entrée, je vais faire des calculs par mon réseau de neurones et je vais arriver à Y chapeau en sortie. Y chapeau va être comparé à une sortie que je voudrais, la cible, que je note Y. La manière de les comparer, c'est d'utiliser un coût, une fonction de coût, qu'on notera C de Y chapeau. Par exemple, si Y et Y chapeau sont juste des nombres réels, comme ça sera souvent le cas, hein, on part d'un vecteur, mais en sortie, on a juste quelque chose de dimension 1. Par exemple, si c'est juste des nombres réels, on peut les comparer par le coût quadratique. C de Y chapeau égale, donc, notre prédiction moins la cible au carré. Si ce sont des vecteurs, on peut faire la somme des carrés sur leurs coordonnées, ça revient, ça fait le même genre de calcul. Donc au final, qu'est-ce qu'on a quand on fait ça?
on part de x. Et puis, en fait, on a une étape supplémentaire, en gros, parce qu'on va partir de x, on va calculer le y chapeau, c'est-à-dire la sortie. Et puis, avec ça, on va calculer c de y. Alors, ça dépend de comment on le note, y chapeau, y, comme on veut. Ça prend les deux variables. Et donc, on a un certain coût. C'est-à-dire que j'avais une certaine entrée, j'ai fait une prédiction, et j'ai obtenu quelque chose qui est plus ou moins proche de la cible que je veux. Et le but, c'est maintenant de régler le réseau de neurones de telle façon à faire diminuer ce coût, à rapprocher y chapeau du y que je voudrais. Donc, je voudrais régler ma fonction. Et donc, pour faire ça, en fait, on considère ça comme une espèce de fonction. En fait, on fixe y et x. Et du coup, quand on fixe y et x, ce qui fait qu'on calcule en fonction de x une certaine sortie y chapeau, donc on obtient un certain coût, c'est la valeur de tous les poids WL, alors je n'ai pas encore redit ce que c'était, BL, etc. Donc on peut voir ça comme une espèce de fonction, x, y étant fixé. On a une fonction qui associe à tous les poids, donc qui associe à toutes les matrices W1, W2, etc., W jusqu'à grand L, et aussi B1, tous les biais, B2, etc., jusqu'à BL. On peut voir ça comme une fonction qui prend ça en entrée et qui calcule en sortie le coût. Et donc notre but, c'est de régler ces paramètres de telle manière à diminuer le coût, c'est-à-dire quand on veut que quand on rentre x, le coût de y à y chapeau soit plus petit. Donc, régler ces paramètres pour diminuer C. Pour faire ça, on le fait avec une descente de gradient. Okay. Donc, la descente de gradient, comment on va faire ça? Pour chacun ici de ces vecteurs, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse un update du genre, donc une mise à jour du genre que WL, on veut remplacer ça par WL moins le gradient, alors fois un certain multiplicateur alpha, qu'on appelle le taux d'apprentissage. Et ce qu'il nous faut, c'est le gradient du coût par rapport à WL. Et en même temps, donc ça, on veut le faire pour tout petit L. Et en même temps, on veut faire pour tout petit L, on veut remplacer le biais par le biais moins le gradient du coût par rapport à ce même vecteur. Donc, on veut faire ces updates-là, c'est-à-dire une descente de gradient. Ça, c'est une descente de gradient. Donc, on a vu qu'il y en avait plusieurs sortes. Soit stochastique, si on prend donnée par donnée, si on fixe x et y et qu'on les change après, soit on peut faire d'autres types de gradients, prendre toutes les données, etc. Mais en gros, le principe, c'est toujours le même. Hein. Pour baisser la fonction c, pour faire en sorte qu'elle baisse, il faut que les variables évoluent dans le sens opposé du gradient, d'où le signe moins. Pour les faire évoluer dans le sens opposé du gradient, il faut que cette variable, je connaisse son gradient, donc il faut calculer ça. L'algorithme du rétropropagation du gradient sert exactement à calculer ces choses-là. C'est des formules qui vont nous permettre de calculer ces trucs-là. Donc, une fois qu'on les a,
eh ben, on peut faire évoluer les poids de manière à diminuer le coût. On peut le faire plusieurs fois de suite, etc. Et puis les recalculer jusqu'à temps qu'on ait un coût qui nous satisfasse. Donc ça, on a déjà vu comment ça marchait, mais maintenant, la difficulté technique ici pour notre réseau de neurones, c'est de calculer au fur et à mesure ces gradients. Donc, je vais rappeler quelles sont les différentes formules qui permettent de passer donc, des préactivations Z aux activations A et ainsi de suite. Donc déjà, dans notre réseau de neurones, on a une entrée X et on va la renommer, on va dire que c'est l'activation de la couche 0. C'est pour avoir après une formule générale. Donc on va noter A0. Et puis ensuite, on va définir que pour petit l de 1 à grand L, on a donc la préactivation ZL. Donc, je vous rappelle que l'exposant avec, entre parenthèses, comme ça, un nombre, ça désigne toujours le numéro de la couche. Comment on le calcule, lui? Eh ben, on ne le calcule pas en appliquant une matrice WL en la multipliant par le vecteur d'activation de la couche d'avant plus un vecteur de biais. Donc ça veut dire que, en gros, je suis arrivé à calculer un vecteur AL-1. Comment est-ce que je calcule le vecteur ZL? Ben, chacune des entrées de ce vecteur ici est calculée par une certaine somme avec des poids et en fait, potentiellement, toutes les entrées ici, toutes les lignes du vecteur A indice L-1 interviennent en les multipliant par certains poids, donc des WL, IJ, dans le calcul ici. Si je l'écris autrement, ça, on peut écrire aussi que Z, donc ici, si je prends une ligne particulière I, donc la préactivation de la couche L à l'indice I, je peux écrire que c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à... Alors, la dimension de celui-là, c'est le nombre de lignes ici, c'est ce qu'on avait écrit D indice L-1, donc le nombre de neurones, hein, la dimension, si vous voulez, de la couche L-1. Et on prend notre matrice de poids ici, WL, et l'indice en question, ici, c'est IJ. Ça va venir multiplier donc le A de la couche L-1 à l'indice J. Donc là, c'est comment est-ce qu'on calcule ici à la ligne, donc ce vecteur-là à la ligne I, en fonction de toutes les entrées pour tous les J, ici, du vecteur activation A de la couche précédente, L-1. À ceci se rajoute BL indice I. Donc ça, c'est le produit matriciel, ici, qui est détaillé précisément à une ligne donnée, ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a calculé ce vecteur de préactivation, qui est juste une combinaison linéaire des activations de la couche d'avant, enfin une combinaison affine puisqu'on rajoute ça. Ensuite, on va calculer l'activation. Et l'activation, donc, c'est l'élément non linéaire qu'on rajoute. Et comment est-ce qu'on fait pour calculer l'activation? Tout simplement, on fait pour tout I, l'activation de la couche L à l'indice I, bah, c'est une certaine fonction f qu'il faut préciser pour la couche L sur ZLI. On peut le noter aussi
directement que l'activation de la couche L, c'est FL sur le vecteur ZL, où on sous-entend qu'on applique FL sur chaque ligne. D'accord, donc là, j'applique la fonction sur un vecteur, alors que normalement, FL va de R dans R. Typiquement, on avait vu que typiquement, c'est la fonction relue, la fonction sigmoïde, etc. Mais là, on l'applique sur chaque ligne. Donc là, j'ai toutes mes formules qui permettent de calculer, donc faire la propagation avant. Comment est-ce qu'à partir de l'entrée X, je définis l'activation 0 ? À partir de ça, je peux pouvoir calculer Z1 par cette formule-là. À partir de ça, je peux calculer A1. Et puis ensuite, je vais pouvoir, une fois que j'ai A1, je vais pouvoir calculer Z2, A2, etc. jusqu'à arriver à la fin à A grand L, qui est la sortie si j'ai grand L couche. Donc maintenant, la question, c'est que vous voyez que ces poids-là, W et B, ils interviennent dans le calcul de Z. La question, c'est comment je calcule les dérivés de la sortie du coût par rapport à ces choses-là, par rapport à tous les WL à l'indice IJ et les B à la couche L à l'indice I. Et c'est là que l'algorithme de rétropropagation intervient. Donc, on commence par faire une initialisation. Donc, je vais détailler l'algorithme. Donc, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait en dimension 1, c'est juste un peu plus compliqué. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le gradient de toutes ces quantités-là. Donc, on veut le gradient par rapport à W indice L du coût et le gradient par B indice L du coût avec X, Y fixé. Plus généralement, quand vous faites le gradient, c'est toutes les dérivées possibles ici par rapport aux différentes coordonnées de W et de B. Et vous considérez, quand vous dérivez par rapport à un coefficient donné, vous considérez que tout le reste est fixé. Vous dérivez par une variable. Donc le gradient, ici, ça va appartenir, en fait, ça va vivre dans le même espace que WL. C'est-à-dire que ça va être ce gradient, ça va être une matrice. Ça va être une matrice qui va avoir D de L ligne, D de L-1 colonne. Et lui, ça va être comme B. Ça va être quelque chose qui a D de L ligne et une colonne. Donc ici, quand vous regardez à l'indice IJ, qu'est-ce qu'on va avoir dans le gradient? On va avoir la dérivée partielle du coût par rapport à WL, indice IJ, ligne I, colonne J. C'est ça, le gradient, c'est juste la collection des dérivées partielles du coût par rapport à tous les poids possibles qu'on a. Donc ça, on va calculer ça. Et ici, le terme général, c'est la dérivée de BL, la dérivée du coût, dérivée partielle du coût, par rapport au nombre BL à l'indice I. Donc, on veut calculer ces trucs-là. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il nous faut, on va initialiser le calcul de donc, la quantité, le gradient du coût par rapport à A indice L. A indice L, c'est la sortie. Donc, en principe, donc, par exemple, je donne juste un exemple. Si donc A indice L,
c'est-à-dire la sortie, est de dimension 1. Et que le coût, c'est y chapeau moins y au carré. Qu'est-ce que ça veut dire, le gradient? Ça veut dire qu'on va dériver C, la dérivée de C par rapport à la sortie. Ça sera la même chose que la dérivée de C par rapport à y chapeau, puisque c'est juste une autre notation pour la même chose. Et quand on dérive ça par rapport à y chapeau, ça donne 2 y chapeau moins y. Donc, on a fait la propagation avant, on est parti de x, on a calculé la valeur de y chapeau, y on connaît, c'est la valeur qu'on veut, on fait la différence entre les deux, on multiplie par 2, ça donne un nombre réel. D'accord? Alors, si on a une sortie qui n'est pas de dimension 1, ça peut faire un vecteur, mais en tout cas, si on a le coût, on a fait tous les calculs, toute la propagation avant, on a fait tous les calculs, on connaît toutes les différentes activations à indice L, les préactivations, etc. On les a calculées. Donc, on est en principe capable, on a la sortie en particulier, on est capable de calculer ce truc-là. Donc ça, c'est pour initialiser le calcul du gradient. Donc, on va noter ça, G avec un A, on va stocker sa valeur. Donc, c'est le gradient du coût par rapport à A indice L. On initialise ce truc-là. Et en fait, à chaque étape, GA contiendra GA contient le gradient du coût par rapport à A avec petit l, et L va commencer à grand L et va remonter jusqu'à 1. Voilà comment on va procéder. Donc on commence comme ça. À partir de ça, il faut qu'on calcule le gradient par rapport à W, le gradient par rapport à B, et ensuite il faut qu'on calcule le gradient par rapport à l'activation A, mais de la couche d'avant, de façon à pouvoir remonter à nouveau par rapport à W, mais le L petit l d'avant, puis le B petit l d'avant, etc. L-1, B-1, B-1, etc. Donc, hop. Alors, comment on fait ça? Il y a une étape, d'abord, il faut calculer le gradient. On va calculer le gradient, ce qu'on va noter GZ. Ça va être le gradient du coût par rapport à la préactivation ZL. Ça, c'est juste une étape de calcul. En fait, on s'en fiche de sa valeur, mais c'est une étape de calcul. On n'a pas envie, ce n'est pas un nombre qu'on veut stocker pour après faire une descente de gradient, tout ça. Ce qu'on veut, c'est modifier les poids W et B, mais c'est juste une étape de calcul. Vous allez voir qu'après, il intervient. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je regarde juste comment est-ce que je calcule Z, enfin A à partir de Z. Et donc, quand j'ai Z indice L, à partir de ça, je peux calculer A indice L, puis à partir de ça, je peux calculer le coût. Et en fait, dans A indice L, de quelle façon intervient ZL? En fait, ZL à l'indice I intervient uniquement dans le calcul de AL à l'indice I. Okay, et pour un ZL pour I', ça intervient dans AL à l'indice I'. Et ensuite, ensuite, tout cela sont combinés pour calculer le C. Mais quand je regarde la dérivée par rapport à ZI, ça intervient juste dans un seul AL. Et comment est-ce qu'on fait? On applique la fonction FL. Donc, ce que je peux dire, étant donné que AL à l'indice I, je sais que c'est ma fonction d'activation FL appliquée sur la préactivation. Je peux dire que la dérivée partielle du coût, ce que je veux là, par rapport à la préactivation ZL à l'indice I, je vais utiliser la règle des dérivées chaînées qu'on a déjà fait plein de fois. Je dis que c'est la dérivée partielle du coût
par rapport à la préactivation. Vous voyez, je remonte pour calculer C par rapport à celui-là. Je dis que c'est C par rapport à A, et ensuite je vais multiplier par A par rapport à Z. Donc ça, c'est L, I. Donc je fais intervenir celui qui est sur le chemin de ZI jusqu'à C, multiplié par la dérivée partielle de ZLI, la préactivation, par rapport à... qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me trompe. Il faut que ce soit le même, fois la dérivée partielle de AI sur ZLI. Donc ça, ben, c'est ce qu'on a calculé juste avant. C'est le vecteur GA. Qu'est-ce que c'est le gradient, hein? Le gradient, c'est l'ensemble des dérivées du coup par rapport à A indice L. Donc ça, c'est le principe, on l'a en mémoire, c'est le vecteur GA à l'indice I. Ça, je peux le calculer parce que je sais que comment est-ce que je passe de Z à A juste en appliquant la fonction. Donc dériver ça par rapport à Z, c'est comme dériver f de x. Ça fait f' de x. Donc ici, ce qui va intervenir, c'est la dérivée de la fonction f de la couche L que j'applique sur la valeur de ce vecteur que j'ai calculé. Hein, ça a été calculé lors de la propagation avant. Ça, c'est en mémoire. Étape précédente. Souvent, on l'écrit un peu autrement. Donc, ça veut dire que, en fait, le gradient, ce que je voulais calculer, le gradient. Donc, si vous voyez là, je l'ai fait sur une coordonnée. Si je mets toutes les coordonnées dans un vecteur, ça veut dire que le gradient de C par rapport à ZL, je peux l'écrire comme ici, c'est le gradient de C par rapport à A indice L. Et en fait, composante par composante, on va multiplier, donc ça se note comme ça, c'est une notation un peu bizarre, mais on va multiplier ça par le vecteur. Donc on applique FL' composante par composante au vecteur ZL. Et ça, ce truc-là, ça veut dire que on multiplie chaque coordonnée. Des vecteurs. Donc ça veut dire que donc ça, c'est mon vecteur GA. Je vais pouvoir mettre à jour ce vecteur-là. Autrement dit, alors je passe là, attendez, hop. Ça veut dire que je vais calculer, je vais appliquer la formule GZ, c'est GA, et on va appliquer composante par composante notre fonction FL'. Donc ça, il faut la donner hein, à l'algorithme quand on veut vraiment calculer. C'est pour ça qu'on rentre, quand on crée le réseau de neurones, on donne les fonctions d'activation et leurs dérivées. Ça, on l'applique composante par composante au vecteur ZL, et ça nous permet de calculer ce vecteur GZ. Et ça, c'est vraiment une formule qu'on peut rentrer en programmant directement, quasiment. Donc ça, c'est une étape de calcul. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse au final dans le calcul, on avait dit. Ça me donne GZ. Avec ça, ça va être facile de calculer maintenant quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire le gradient de C par rapport à WL. Donc ça, c'est la quantité qui nous intéresse. Comment faire évoluer WL pour faire diminuer ce coût? Pour ça, on va regarder comment WL, il intervient dans le calcul du coût. Si vous vous rappelez la formule, on a
En gros, on part de, on a Z indice L, c'est WL A L-1, c'est un calcul matriciel, plus BL. Donc ça permet de passer de A L-1 à ZL, et ensuite avec ça on calcule le coût. Mais en fait ici on va considérer plutôt AL-1 comme quelque chose de constant, et c'est par rapport à ça qu'on va dériver. Donc on va plutôt voir ça comme une fonction qui a WL associe ZL, le reste étant constant, et WL intervient juste en multipliant ces nombres-là qui sont fixés. Donc je vais pouvoir dire, si j'écris la formule précisément, en coordonnées, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça nous a dit que la préactivation ZL à l'indice I, c'était la somme de J égale 1 à, donc la dimension de lui, là, c'est DL-1, de WL IJ fois l'activation L-1 à l'indice J plus BL à l'indice I. Juste produit matriciel. Définition, qu'est-ce que c'est les coordonnées du produit matriciel? C'est une somme. On applique la formule du produit matriciel, on écrit ça. Donc vous voyez, je peux dire que ce qui m'intéresse, c'est ça. La dérivée partielle du coût par rapport à un de ces coefficients ici, pour I et J fixés. J'en fixe un, par exemple, I égale 1, J égale 3. Qu'est-ce que c'est la dérivée du coût en sortie si je change juste ce coefficient W13? Ce coefficient W13, par exemple, comment est-ce qu'il intervient? Là-dedans, vous voyez que la seule manière dont il intervient, c'est qu'il vient multiplier 1, 3, il vient multiplier A indice 3 pour calculer Z1. C'est la seule manière dont il intervient. Et plus généralement, ça sera le cas aussi. Donc, je peux dire que c'est la dérivée partielle de C par rapport à lui, Z, I, que vient multiplier la dérivée partielle de Z, L, à l'indice I, sur W, L, I, J. J'utilise la bonne vieille formule de dérivée chaînée. Ça, on vient de le calculer, c'est notre vecteur GZ. C'est là qu'il intervient. Donc ça, c'est GZ à l'indice I. Et ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, on a dit, en fait, c'est juste une somme du genre 3x plus des choses, les choses étant compliquées avec plein de notations et tout, mais la seule manière dont intervient ce coefficient-là, c'est qu'il vient multiplier un certain nombre A indice J L-1, et tout le reste, c'est des choses qui sont ajoutées, mais qui ne dépendent pas du tout de cette variable-là. Donc quand on va dériver ça, la seule chose qui apparaît, c'est A de la couche L-1 à l'indice J. Donc ça, en fait, c'est des vecteurs, ça c'est des vecteurs GZ, c'est un vecteur colonne, donc je peux dire que c'est la I1, d'accord, c'est la ligne I, la colonne 1, et ça, c'est la ligne J, la colonne 1 aussi. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez là, la formule, je l'ai. Elle peut s'écrire un peu plus simplement en écrivant ça sous la forme directement vectorielle. Qu'est-ce que c'est le coût de C par rapport à WL? J'enlève les indices IJ, etc. et on regarde ça juste comme un produit de matrice. Qu'est-ce que c'est cette matrice qui contient tous ces termes-là à la ligne I et la colonne J? En fait, on peut écrire que c'est le vecteur GZ que vient multiplier la transposée du vecteur AL-1. Ça, vous voyez que ça, c'est un vecteur qu'on vient de calculer, c'est un vecteur colonne, GZ.
AL-1, c'est un vecteur colonne, mais quand on le transpose, c'est un vecteur ligne. Et quand je vais prendre la ligne I ici et la colonne J, quand les deux vont se multiplier, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice, en fait, où là, la ligne I et la colonne J, en fait, ça revient à multiplier ces deux quantités-là. Ça revient à prendre la IM ici et la JM ici et les multiplier. Et ça va donc donner quelque chose dont la dimension va être la bonne et qui va être exactement donc, ce qu'on cherche. Donc, une fois que vous avez vu, on a fait une étape de calcul à partir du GA précédent. On a multiplié par une dérivée ici, coordonnée par coordonnée. On a calculé ce vecteur GZ, qui est une étape de calcul. Une fois qu'on a ça, on va multiplier par la transposée du vecteur AL-1. Mais ça, c'est AL-1, c'est une activation, donc c'est quelque chose qu'on a calculé lors de la propagation avant. Et en multipliant comme ça ces deux-là vecteurs, en prenant la transposée, on va obtenir une matrice. Et cette matrice, elle va contenir exactement toutes les dérivées du coup par rapport à WIJ de la couche L. Donc on a exactement tout à l'intérieur. Ça, on va stocker la valeur, parce que ce qui nous intéresse, c'est le but de l'algorithme qu'on est en train de faire, c'est de calculer ces trucs-là. Donc une fois qu'on a ça, de même, on a le gradient de C par rapport à WL, on veut le gradient de C par rapport au poids, parce qu'on veut savoir aussi, pour diminuer le coût, comment est-ce qu'on fait évoluer nos poids. Là, c'est encore un peu plus simple. On utilise toujours cette formule, mais vous voyez, dans le calcul de ZL, BL, il intervient juste en addition. Donc, comment est-ce que je calcule ce truc-là? Je dis que la dérivée du coût par rapport à BL à la ligne I, c'est la dérivée du coût, dérivée partielle du coût par rapport à ZI toujours, multiplié par la dérivée de ZI par rapport à BI. Ça, c'est toujours le vecteur GZ qu'on vient de calculer juste avant à la ligne I. Et ça, si vous regardez dans la formule, ZL ici à la ligne I, c'est tout un tas de trucs qui ne dépendent pas de B, plus ce BL à l'indice I. Donc la dérivée, ça fait 1. Du coup, en fait, ce GZ qui était une étape de calcul, en fait, il donne le résultat qu'on veut directement. Donc, tout simplement, le gradient du coût par rapport à BL, c'est le vecteur GZ qu'on a calculé avant. Exactement. Vous voyez, parce qu'à la ligne I, on obtient GZ à la ligne I. Donc, on ne l'a pas calculé pour rien, ce n'est pas en fait qu'une étape de calcul. Et ça, on stocke le résultat. Donc ça, c'est les deux qu'on voulait calculer. On les a. Mais donc, vous voyez, si on est parti, par exemple, on avait fait la dérivée par rapport à A grand L, on a pu calculer le gradient par rapport à W grand L et B grand L. Maintenant, on voudrait passer à la couche de neurones d'avant, grand L moins 1. Donc, pour pouvoir réitérer ça, il faut que, pour pouvoir réitérer ça, il va falloir qu'on calcule la mise à jour. Et pour mettre à jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire calculer maintenant la dérivée, les dérivées partielles du coût par rapport à l'activation de L-1, parce qu'on était parti de ça. Je vous rappelle, je ne vais pas défiler là, parce que vous êtes peut-être en train d'écrire, mais on était parti du coût des gradients par rapport à A indice L. Donc pour mettre à jour l'algorithme et pouvoir recommencer à calculer GZ, etc., il faut calculer ce truc-là. Donc là, il faut regarder, c'est un tout petit peu plus technique, parce qu'il y a juste une somme. Donc si vous vous rappelez, comment est-ce que ça intervient? Quand on a... c'est toujours la même formule. Hein. Comment est-ce qu'intervient A à indice L-1 dans le calcul du poids? Quand je calcule, c'est toujours la même formule qu'avant, je vais la réécrire. ZL à l'indice I, c'est la somme de J égale 1 à D indice L-1
de W de la couche L, I, J, que vient multiplier la préactivation de juste avant, plus BL à la couche I. La petite difficulté, c'est que en fait, si je regarde le vecteur A, L-1, en fait, il intervient dans tous les I ici. Donc, même si je prends A, L-1, indice J avec J fixé, en fait, il intervient dans tous les ZI de la couche d'après. Ça, c'est Z, L. Il intervient dans tous les calculs ici. Et ensuite, ces calculs-là servent à calculer d'autres choses et finalement sont rassemblés, sont sommés pour arriver à la fin au coup. Donc, c'est juste la petite difficulté, c'est qu'avant, toutes les dérivées partielles que j'ai faites, en fait, je partais d'une certaine valeur par rapport à laquelle je voulais dériver. Il y avait en gros un seul chemin pour arriver jusqu'au coup. Là, ça se sépare. Une activation à la couche L-1 donnée, elle va intervenir dans toutes les composantes ici. Mais ça, on a vu comment est-ce qu'on calculait. Quand je calcule, je vais calculer la dérivée partielle du coût de sortie par rapport à donc à L-1 à l'indice J. Je ne peux pas juste dire que c'est la dérivée partielle du coût. Donc, vous voyez, je veux passer de là à là. Donc, mon étape intermédiaire, c'est Z de la couche L. Mais je ne peux pas dire que c'est la dérivée par rapport à la couche L seulement par rapport à un seul I, puisque en fait, tous les I, 1, 2, 3, etc., interviennent. Donc, en fait, c'est la même formule que précédemment. Donc, c'est la même formule que précédemment, mais on en a parlé la dernière fois. Quand j'ai quelque chose comme ça qui intervient, en fait, il faut que je somme ça par rapport à toutes les coordonnées possibles. Donc, il faut que je somme ça de I de 1 à DL. C'est le nombre ici de neurones, ici dans cette couche-là. Donc, je veux dériver par rapport, si je veux prendre la dérivée par rapport à lui, comme il intervient dans chacun des termes ici, il faut que je fasse la somme des dérivées du coût par rapport à chacune de ces quantités-là, chacune multipliée par la dérivée. Donc, en gros, hein, je vais prendre la dérivée du coût par rapport à celui-là, le Z indice 1, que je vais multiplier par la dérivée de Z1 par rapport à A1. À ça, je vais ajouter la dérivée du coût par rapport à Z2 multiplié par la dérivée de Z2 par rapport à J. Pardon, c'est toujours le même par rapport ici. Il ne bouge pas, mon J il est fixé. Donc c'est Z1 par rapport à AJ, Z2 par rapport à AJ, Z3 par rapport à AJ, etc. Et donc j'obtiens cette formule de dérivation. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à écrire ce que ça vaut. Ça, c'est donc la somme de I égale 1 à DL. Ça, c'est exactement le vecteur GZ qu'on a calculé auparavant à la ligne I, la colonne 1. Et ça vient multiplier la dérivée de ZLI par rapport à L-1J. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici. Ce coefficient, en fait, comment est-ce que dans Z, de la couche L à la ligne I, intervient ce coefficient-là pour un J fixé, le J que j'ai fixé là? Il intervient juste en multipliant un certain WIJ. Tout le reste, ça ne dépend pas de celui-là. Donc, en fait, j'obtiens W de la couche L, exactement WIJ, la formule qui est là. C'est celui qui permet de passer de AJ à ZI. Donc, j'obtiens ce truc-là. Ça, c'est donc le gradient de C par rapport à AL-1, c'est ce que je veux, à la colonne J.
Donc cette quantité-là, je peux l'écrire par une formule matricielle. Je peux écrire que, donc ce qui me permet de ne pas faire le calcul coordonnée par coordonnée, mais directement de le faire, hein, comme on peut faire par exemple en programmation, en NumPy ou avec n'importe quel système qui utilise des matrices. On pourra le faire directement en écrivant un produit de matrice qui calculera tout directement. Donc ça me permet de dire que le gradient de C par rapport à L-1, autrement dit, ça c'est la mise à jour de G indice A, ce qui me permet à chaque fois de faire mes étapes. Je peux dire directement que ça s'écrit, alors c'est la matrice WL qui intervient, ça s'écrit WL. Alors c'est transposé qui intervient parce qu'en fait, pour aller à l'indice J, je suis parti de IJ, donc c'est la transposée. Donc si vous vérifierez si vous voulez la formule, ça c'est pas très difficile. Pourquoi il faut la transposer pour obtenir exactement les bons indices, fois, ça c'est le vecteur GZ que j'avais obtenu. Mais vous voyez qu'au final, la formule n'est pas trop compliquée. Et ça, c'est la mise à jour de GA. Donc, bon, ça fait plein de calculs. Je vous ai donné tout le détail, on a bien expliqué. Mais au final, si j'écris l'algorithme proprement dit, de donc rétro-propagation, à l'initialisation, dans GA, on met le gradient du coup par rapport à la sortie AL. Autrement dit, le gradient du coup par rapport à Y chapeau. Puis, pour L de grand L à 1, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on calcule un certain vecteur GZ et on le calcule par la formule GA. Donc ça, c'est une multiplication coordonnée par coordonnée. Je vous ai donné les détails avant. On prend la dérivée de la fonction L et on l'applique, donc la fonction d'activation de la couche L, et on l'applique à chacune des coordonnées du vecteur de préactivation, ZL. Donc on calcule ce truc-là, puis on va stocker directement que le gradient de C par rapport à BL, en fait, c'est GZ. Donc ça, on va stocker sa valeur, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Ça fait partie du résultat de l'algorithme. Puis, on va calculer que le gradient de C par rapport à la matrice WL, c'est, que je me rappelle, on l'a fait juste avant. C'est un produit, c'est GZ fois A. Attendez, je reviens juste avant. Je ne connais pas tout par cœur. C'est GZ fois A, L-1 transposé. C'est GZ fois, donc ça c'est un produit matriciel, A indice L-1 transposé. Ça c'est ce qu'on veut aussi. On stocke le résultat, et puis mise à jour, on recalcule ce nouveau vecteur GA. Donc ça c'est la mise à jour. Et on vient de le faire au-dessus. GA, c'est ce truc-là, c'est WL transposé que vient multiplier GZ. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on détaille le GZ à part. C'est parce que c'est une étape de calcul qui intervient après dans le calcul des deux choses qui nous intéressent, le gradient de C par rapport à B et W, et il intervient encore dans la mise à jour. Donc l'algorithme de propagation, au final, bon, c'est un peu compliqué pour l'établir, mais
il n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on l'a. Je vais juste préciser les notations peut-être. Donc ça, donc, quand j'écris FL' de ZL, c'est en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur qui contient FL' de ZL1 jusqu'à FL' de ZL. Alors le dernier, c'est D de L. On applique coordonnée par coordonnée. Ça veut dire multiplier les deux vecteurs coordonnées par coordonnées. Et ça, quand j'ai noté comme ça intervient 2 fois ici et là. C'est juste le produit matriciel. Voilà, donc l'algorithme, il est ici. Et ça, maintenant, ça peut être implémenté plus ou moins directement, bien sûr, en s'adaptant au langage dans lequel on est. Mais on a l'algo et on peut calculer tous les gradients qui permettront de faire ensuite une descente de gradient.